Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Bon, c'est tombé 19h40 à peu près. Presque 3 heures après la fin de la course. C'est hallucinant. Donc il a bien été pénalisé, Pérez, de 5 secondes, sauf que l'écart était de 7 secondes et demie à peu près. Donc au final, il gagne quand même. Il conserve sa victoire. Tandis que le combat faisait rage entre lui et Leclerc dans les derniers tours, la direction de course a indiqué que l'enquête serait menée après l'arrivée. Red Bull a demandé à son pilote de creuser l'écart le plus important possible. C'est avec 7 secondes et demie d'avance sur le pilote Ferrari qui a coupé la ligne d'arrivée. De ce côté, la Scuderia a simplement annoncé à Leclerc que le vainqueur du jour s'exposait peut-être à une double pénalité de 5 secondes. En fait, il y en a bien eu une, mais il n'y en a pas eu deux, quoi. Perez a pu célébrer sa victoire dans le parc fermé et le podium s'est déroulé comme d'habitude, ok. Donc Horner, il serait stupéfait s'il y avait une sanction. Les explications, donc, ont convaincu en partie le panel des commissaires. En gros, ils se plaignaient que la voiture était trop lente, la voiture de sécurité. Il n'y avait pas assez de température dans les pneus. Perez était accusé d'avoir enfreint la règle de reprise. Il a été sanctionné de 5 secondes de pénalité pour l'une des deux infractions, mais uniquement d'une réprimande dans le deuxième cas, lui permettant de conserver sa victoire, car il s'était imposé avec un peu plus de 7 secondes d'avance. Pour l'infraction commise au 10e tour du premier safety car, les circonstances atténuantes ont été retenues en raison de l'état de la piste, menant à une réprimande. En revanche, pour la même infraction commise au 36e tour, lors de la deuxième intervention de la voiture de sécurité, les commissaires n'ont retenu aucune circonstance atténuante et ont infligé 5 secondes de pénalité, assortie de 2 points de pénalité sur le permis. Donc le nouveau classement que voici. Bon, ça change pas en fait. Alors vous étonnez pas dans le débrief si je dis qu'on sait pas ce qu'il en est, puisque j'ai fait le débrief avant cette vidéo, donc voilà. On ne savait pas à ce moment-là s'il y aurait une pénalité ou pas. Mais bon, au final il y en a une, mais il s'en tire à bon compte finalement, vu que ça ne change rien au classement. Et au final ils ont fait 59 tours, les pilotes, 161, c'est pas mal, ils ont presque fini la course, malgré tout, malgré la pluie. Donc il y a un autre article, il est admis que alors que les feux de la voiture de sécurité étaient encore allumés, que Perez n'a pas réussi à se maintenir à moins de 10 longueurs de la voiture de sécurité entre le virage 13 et 14. Interrogé lors de l'audience, Perez a déclaré que les conditions étaient très humides et qu'il était très difficile de suivre de près la voiture de sécurité avec peu de chaleur dans ses pneus et ses freins. Ils n'ont pas entièrement accepté son explication, mais ont décidé d'émettre une réprimande pour le premier incident. Bien que la piste ait été mouillée par endroits, nous n'acceptons pas que les conditions étaient telles qu'il était impossible ou dangereux pour Perez de maintenir l'écart requis de moins de 10 longueurs de voiture. Néanmoins, nous avons pris en compte les conditions humides et les difficultés soulignées par Perez comme circonstance atténuante pour cet incident et par conséquent nous déterminons qu'une réprimande doit être infligée. Au cours d'une période ultérieure de voiture de sécurité, Perez a de nouveau été trop loin derrière la voiture de sécurité cette fois. Eduardo Freitas a averti Red Bull que Perez devrait la suivre de plus près. L'équipe lui a transmis l'information. Les commissaires sportifs ont expliqué que comme ils avaient émis une réprimande comme la première infraction, une sanction plus sévère avait été choisie pour la seconde. Comme il s'agissait de la deuxième infraction de l'article 55.10 par Perez pendant la course, et suite à un avertissement explicite du directeur de course, nous avons décidé d'imposer une pénalité de 5 secondes à Perez. Et donc 2 points de pénalité sur son permis, qui sont ses 2 premiers sur la période de 12 mois. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est qu'au final, ils n'ont pas pénalisé de 2 fois 5 secondes pour lui laisser sa victoire, tout simplement. Je vois pas pourquoi ils mettent une réprimande au premier incident et une pénalité de 5 secondes au deuxième. Clairement, ils ont fait en sorte de ne pas le pénaliser pour que ça lui coûte la victoire. Bon, après certains diront FIA égale Red Bull. J'irai pas jusque-là, sinon voilà, je vais me faire défoncer dans les commentaires encore. D'ailleurs, j'ai lu sur Twitter, à prendre avec des pincettes, j'ai lu que Red Bull et Aston Martin seraient condamnés à payer 7,5 millions d'euros d'amende pour dépassement de budget et temps de soufflerie en moins. À prendre évidemment avec de grosses pincettes, on en saura sûrement plus dans les prochains jours. Alors si c'est que ça, c'est honteux, franchement. J'espère que c'est faux, Donc voilà, écoutez, tout va bien pour Perez qui conserve sa victoire au final. Alors je répète, si dans le débrief vous m'entendez dire qu'on n'a pas de nouvelles de ça, c'est que je l'ai fait avant cette vidéo, tout simplement. Mais on a bien la nouvelle maintenant. Qu'en pensez-vous donc? Est-ce qu'il mérite de conserver sa victoire? Allez, ciao. Allez, vous reprendrez bien un petit peu de plafond budgétaire dépassé par Red Bull. Donc cette fois c'est Marco qui parle, qui évoque des points du budget qui sont interprétés différemment par la FIA. Il concède qu'il y a quelques tensions sur la validation des comptes.
Attention, bombe potentielle. On parle beaucoup de la prétendue violation pour Red Bull Racing du plafond 2021. Marco, beaucoup plus ouvert sur le sujet que Horner, a admis juste avant le départ du Grand Prix de Singapour que la FIA voit la situation différemment de Red Bull sur certains points. Marco révèle qu'il n'y a pas encore de chiffres concrets de notre point de vue et il y a certains points où nous voyons la situation différemment de la FIA en termes d'interprétation et ça doit être discuté avec elle. Alors, si vous hésitiez concernant ces points, pourquoi ne pas avoir demandé à la FIA l'année dernière, par exemple, si ce que vous faisiez était bien ou pas, en fait, au lieu de forcer, là, et de vous retrouver en PLS à quelques jours du verdict. Nous avons soumis nos déclarations, rien n'est encore revenu. Si ces points de tension, il y en a 6 au total, si seulement 2 sont pris en compte, alors nous sommes sous le plafond budgétaire, en dessous. Massivement. Donc, ce qui traîne comme rumeur est un non-sens complet. L'explication de Red Bull pour la supposée violation du plafond budgétaire est que de nombreux ingénieurs et membres du personnel ont été transférés vers les activités non F1 de l'entreprise, y compris chez Red Bull Advanced Technology. Les filiales sont donc un vrai souci en termes de contrôle. La question est de savoir si certains employés relèvent ou non du plafond budgétaire. Je suis désolé, mais s'ils travaillent pour la F1, d'une manière ou d'une autre, ils rentrent dans le budget. Ça, c'est pas négociable en fait. Nous avons plusieurs entreprises qui ne travaillent pas toutes pour la Formule 1. Certaines personnes ont été transférées dans un autre département et de notre point de vue, vous ne pouvez pas les inclure dans les dépenses. Et si la FIA ne valide pas le point de vue de Red Bull, ce sera la sanction. Mais Marco dit qu'il est plus préoccupé par la façon dont ces détails sont apparus au grand jour, malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de chiffres concrets. Il y a une possible fuite au sein de la FIA, affirme Marco. Avant le Grand Prix du Japon mercredi, la FIA annoncera la conclusion de ses enquêtes sur les 10 équipes. Très bien, j'ai cru comprendre qu'il communiquerait demain aussi, donc à voir. Écoutez, là il est 17h56, je vais donc mettre cette news, et puis je vous tiens au courant concernant Perez, si vraiment il gagne Singapour ou pas, pour l'instant, c'est toujours l'interrogation. Allez. Alors, Wolff et Chauvelin reviennent sur Singapour, chez Mercedes donc. Cette saison nous a appris plusieurs leçons difficiles, et Singapour en était une autre, déclare Wolff. Nous sommes partis des extrémités opposées de la grille avec nos deux voitures, mais nous n'avons pas pu capitaliser sur l'aide de course de la voiture avec l'une d'elles quand il s'agissait d'assurer un résultat final. Hamilton s'est battu pour le podium pendant une grande partie de la course, mais a également lutté contre une équipe de la voiture qui était sur le fil du rasoir, dans des conditions difficiles et sur une surface bosselée. Après avoir bloqué ses roues et endommagé l'aileron dans les Tech Pro, l'arrêt pour changer les pneus et le nez lui ont coûté une bonne position. Puis il a perdu encore plus de temps lorsque les voitures devant se sont arrêtées, sous voiture de sécurité, et en ont profité. Cela l'a laissé coincé dans un train de voiture avec des pneus d'âge très similaires et il n'a pas pu rattraper son retard. Pour George, nous avons lancé les dés en chaussant les pneus secs alors qu'il était hors des points. Avec le recul, c'était clairement trop tôt, mais il n'avait rien à perdre. Nous étions donc prêts à prendre le pari. Ouais, il était hors des points et puis il était bloqué par Bottas et compagnie là. Donc bon. Même ainsi, au fur et à mesure que la course se déroulait, il était toujours sur la bonne voie pour revenir dans les points jusqu'à la collision avec Mick, qui l'a mis dernier sur la piste. Qui est sa faute à Russell, pas à Mick pour le coup. La plus grande frustration est que nous n'avons pas pu appuyer sur les signes de performance compétitive que nous avons vu lors des EL2 et des qualifs. Notre combat pour le championnat, pour la deuxième place à sa Ferrari, est devenu beaucoup plus difficile avec ce résultat. Mais la seule chose à faire est de nous ressaisir et de consacrer notre énergie pour Suzuka. Chauvelin, c'est une des courses qui semblait aller de mal en pis en permanence. Lewis a perdu du terrain sur Sainz au départ, et le fait de s'être fait pousser en dehors de la piste et d'être passé dans l'eau lui a fait perdre de la température dans ses pneus. Cela a rendu ses premiers tours délicats, mais le plus gros problème était que nous ne pouvions pas nous rapprocher sans le DRS, et nous perdions ainsi du temps sur Perez et Leclerc. Les pneus avant souffraient dans le trafic, ce qui a contribué au blocage de roue de Lewis. Ce qui était malheureux car la voiture de sécurité a en plus permis aux autres pilotes de s'arrêter sans perdre trop de temps. Ça n'allait pas, un manque de réussite totale pour Mercedes sur cette course. Les pilotes n'ont pas aidé non plus, ils ont fait des erreurs, donc voilà, ça arrive, malheureusement. La course de George était aussi frustrante, il semblait pouvoir faire de bons progrès à certains moments, mais il a lui aussi souffert dans le trafic. Passer au pneu médium était un pari, il a fait du bon travail pour garder sa voiture en piste, mais c'était finalement une erreur de les chausser si tôt. Il affichait cependant un bon rythme, dans des conditions difficiles, il aurait éventuellement pu remonter jusqu'au point, étant donné qu'il reprenait plusieurs secondes par tour aux voitures qui le devançaient. Malheureusement, cet espoir fut de courte durée après qu'il eut ce contact avec Mick Schumacher, qui lui causait une crevaison. C'est donc une course à oublier dans l'ensemble. Nous allons profiter des prochains jours pour analyser la course et nous préparer pour Suzuka où nous devrions, je l'espère, réaliser une meilleure performance. Alors honnêtement, c'est pas gagné. Suzuka, je suis pas sûr que ça convienne vraiment à la voiture. Après, vous me direz, ça ressemble un petit peu à Silverstone, Suzuka, donc peut-être qu'il y a une chance que la voiture performe quand même. Faudra voir si c'est bosselé ou pas, faudra voir aussi s'il pleut ou pas,
parce que vu les conditions prévues, c'est pas gagné pour que ça soit sur le sec, surtout le dimanche. Donc on verra ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course de Mercedes à Singapour? Ciao. Alpine veut des réponses sur les problèmes de fiabilité. Double abandon moteur quand même, c'est dur. Les deux voitures qui abandonnent pour la même chose, c'est chaud quoi. L'équipe va désormais enquêter sur les problèmes ayant entraîné ce double abandon tout en prenant la direction de Suzuka. Malheureusement, nous avons connu un double abandon au Grand Prix de Singapour, ce qui est dommage car nous avons été très compétitifs tout le week-end. Se lamente Otmar Safnauer. Il semblerait que nous ayons souffert d'un problème identique lié à l'unité de puissance sur les deux voitures, que nous allons analyser minutieusement. C'est important d'identifier l'origine de ce qui s'est passé, de mettre en place des mesures préventives pour éviter que ça se reproduise. En ce qui concerne le déroulement de notre course, elle s'est avérée particulièrement difficile en raison d'une piste séchante. On était sur le point de rentrer dans une fenêtre où il devenait possible de chausser les pneus slick avant notre abandon. Ce genre de journée arrive de temps en temps, et bien que la déception prédomine dans l'équipe en ce moment, nous avons une autre course le week-end qui arrive au Japon, qui nous offrira l'opportunité de nous ressaisir immédiatement. En tant qu'équipe, nous devons accepter ce résultat. On a déjà hâte d'être à Suzuka. Ouais, une déclaration toujours très langue de bois. On doit accepter le résultat. Bah oui, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Il y a juste les problèmes à régler de fiabilité. Je pense qu'honnêtement, Alpine est l'une des voitures qui a le plus de problèmes de fiabilité. Peut-être pas autant qu'Alfa Romeo quand même, mais c'est peut-être la deuxième équipe niveau fiabilité la pire, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao. Alors, Binotto regrette le départ pas génial de Leclerc à Singapour. Alors, je pense que le départ n'était pas génial, nous avons perdu une position, ça a affecté le reste de la course. Si nous avions pris un meilleur départ, nous aurions obtenu un meilleur résultat. Binotto n'enfonce pas Leclerc, au contraire, il explique qu'il a été malchanceux de ne pas rencontrer suffisamment d'adhérence sur son emplacement. Sur le départ en lui-même, je pense que le temps de réaction de Charles est bon. Il a bien fait en termes de procédure, mais il a ensuite eu du patinage, car il y avait trop peu d'adhérence. Nous analyserons cet incident, car il a impacté le reste de la course. Oui, j'ai l'impression qu'au final, toutes les places impaires, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, ont galéré au départ, en fait. Contrairement aux 2, 4, 6, 8. Bon, tant pis. Il fallait mieux se qualifier 2 ou 4, quoi. Je pense que terminer deuxième et troisième est un bon résultat d'ensemble. C'est un bon week-end pour ce qui est du championnat des constructeurs. Notre voiture a bien fonctionné sur le sec comme sur le mouillé dans l'ensemble, tant en qualif qu'en course. Nous pouvons donc être satisfaits après les perfos compliqués de Spide Zandvoort. Je pense que nous avons réglé certains de nos problèmes. En fin de compte, nous étions rapides sur le sec après avoir chaussé les pneus slick. Nous sommes courageux d'être passés au slick avant Checo. Nous avons été performants tant avec les pneus pour le mouillé que sur le sec. C'est ce que je tiens comme l'aspect le plus positif du week-end. Ouais, bon. Effectivement, on peut aussi parler de l'arrêt à rallonge de Leclerc, qui n'a pas aidé. C'est pas pour la première place, mais bon, bref, ça, c'est qu'un détail, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse commenter. Verstappen qui pleure. C'était un week-end de merde absolue à Singapour. Il semblait que tout était contre moi. Oh, ouin, Max. Je pense que ça sera plus agréable pour Max d'obtenir son titre au Japon. C'est très spécial pour Honda. Nos résultats respectifs à Singapour ne vont pas l'aider, mais Max aura bientôt son titre. Marco, tout le week-end n'était pas un cadeau d'anniversaire. C'est vrai que c'était son anniversaire vendredi à Max. Quel beau cadeau, ça fait plaisir. Vendredi, le réglage était mauvais. Samedi, il y a eu des soucis avec l'essence en qualif et au début de course. Il était dans le mauvais moteur, dans la mauvaise cartographie moteur, j'imagine. Il a fait une erreur sur les freins. Dès le début, il est clair qu'il en voulait trop. Marco qui taille Verstappen au passage. Tout a commencé samedi, bien sûr, commande Verstappen. Lorsque vous commencez dans ces positions, soit vous parvenez à avancer, soit ça va être frustrant. La 6ème place est meilleure que la 8ème place, mais pour ce que nous avons montré lors des libres, c'était un week-end de merde absolue, et je ne suis pas là pour ça. Il vaut mieux oublier cette course et passer au Japon. Verstappen insiste cependant sur le fait qu'il dormira bien dans les quelques jours entre le Singapour et le Japon. Il semblait que tout était contre moi, ce qui est frustrant car je veux bien performer chaque week-end. Celui-ci était terrible, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous avons une grosse avance, il reste 5 courses à venir. Ok, pour une fois qu'il vit un week-end cauchemardesque, Verstappen, c'est assez rare pour être signalé quand même. Tout était contre Max. Max, le vilain petit canard. Tout le monde déteste Max. C'est dommage. Allez, ciao. Critique violente de la FIA de Mercedes. Wolff se montre mauvais perdant. Qui a dit ça? Ralf Schumacher. Oh, Ralf. Nous savons tous qu'un confident et ancien employé de Toto Wolff travaille maintenant à un poste très élevé de la FIA. La FIA devrait lancer une enquête sur elle-même, car ces informations ne doivent tout simplement pas sortir. Ça nuit à la Formule 1, et seule la FIA peut être tenue pour responsable. Non mais c'est bien qu'il y ait une taupe. C'est bien, comme ça la FIA ne veut pas nous cacher de choses. Ça c'est bien ça. Schumacher ne se contente pas de critiquer férocement la FIA, il porte aussi un jugement clair sur le patron de l'équipe Mercedes. Peu importe ce qui sortira mercredi pour moi, Toto Wolff, avec ses critiques acerbes, est un mauvais perdant.
qui n'a toujours pas digéré le fait qu'il a perdu un titre. Donc Ralph, peu importe ce qui sortira mercredi, donc même si on apprend que Red Bull a dépassé de 7 ou 8 millions, voire 10 millions de budget, ça te gêne pas, toi tu t'en bats les couilles en fait. Tout est normal quoi. Quel bouffon celui-là aussi. Oh là là, incroyable quoi. Bon bah de toute façon, mercredi se rapproche, c'est dans 2 jours. On verra bien. Alors je vous pose la question, est-ce que Wolf est un mauvais perdant? Allez, ciao. De la pluie pour Suzuka? Oula. Je vais aller voir après sur mon site habituel. Alors du coup, pour le coup, est-ce que ça nous arrangerait pas qu'il pleuve à Suzuka, comme ça reporte le départ à 8h ou 9h, ce qui serait quand même beaucoup mieux en fait. Il semble que ce week-end ce ne sera pas facile. Les prévisions de Weather.com montrent qu'il y aura beaucoup de pluie avant le week-end de course. La pluie est attendue sur le circuit de Suzuka mercredi, jeudi et aussi vendredi. Température 18 degrés. Vendredi n'est pas non plus. La probabilité de la pluie vendredi atteint 96%. Samedi, le temps s'éclaircit. Le temps est partiellement nuageux, il fait 23 degrés, il n'y a que 14% de chance de pluie. Bien meilleure météo, cependant ça se retourne un jour plus tard, le dimanche, il fait 20 degrés. Il y a des affaires de pluie toute la journée, 76% de chance qu'elle tombe. Voyons sur le site. On est que lundi après, hein, ça peut changer évidemment. Ah oui. Ah oui, ça va être compliqué là quand même. Hein. Ça va être très compliqué le samedi. Le samedi ça va, il n'y a pas de risque de pluie pour le coup. Ça doit aller. Le vendredi du coup. Oh le vendredi c'est catastrophique. Oh putain. Oh, ça va pas rouler hein, les gars le vendredi. Hein. Je crois que vous levez pas, hein, ça sert à rien. Vendredi c'est mort. Je sais pas comment ils vont faire en vrai. Dimanche bon ça sera peut-être pas. Ouais quoique c'est. La NOAA est très pessimiste hein, quand même. Hein. La chez Météo a l'air de prononcer un peu moins de pluie, mais. Ouais, je sais pas ce que ça va donner en vrai. Je vais faire le pari de pas me lever à 7h, je pense. Bon, évidemment, la météo, on y reviendra mercredi, de toute façon. On verra ce que ça donne, mais a priori, ça va être compliqué, hein, un départ à 7h du matin. Bon, on verra ça. Allez, je vous laisse commenter. Après sa meilleure victoire en F1, Pérez se moque de ceux qui le critiquaient. Ouais, ça va, t'as fait une bonne course parmi plein de courses de merde, hein, Sergio. Pas se mentir. Hein. 2 victoires sur 17 courses, c'est pas non plus la folie, hein, avec la fusée que t'as. Hein. C'était un si bon départ, tout d'abord il était génial, j'ai essentiellement senti que je pouvais gagner la course grâce à cette première partie de Grand Prix sur les intermédiaires en contrôlant la course. Ensuite, il a effectivement géré le rythme sur Charles Leclerc en veillant bien à l'état de ses intermédiaires. Je pouvais vraiment faire ce que Charles faisait et creuser l'écart. C'était important de s'assurer que nous avions une bonne durée de vie des pneus. Honnêtement, je m'attendais à ce que la piste sèche plutôt qu'elle ne l'a fait. Si Georges n'avait pas été là pour faire le cobaye, il y aurait beaucoup plus de pilotes dans le top 10 qui auraient tenté plutôt le pari des médiums. Mais en même temps, je veux dire, c'était une course si délicate, la clé était de contrôler le rythme sur les intermédiaires, avoir un bon rythme quand on en a besoin, et la deuxième était de survivre sur les slicks au début parce que nous avions des conditions extrêmement mauvaises. Parfois les gens, lorsqu'ils vous regardent, sous-estiment à quel point c'est difficile et combien il est facile pour nous de faire une erreur. À quelques endroits, c'était vraiment humide, vraiment mouillé. C'était super délicat de ne pas faire d'erreur. J'ai eu beaucoup de moments chauds, donc avant tout, je suis vraiment heureux d'avoir terminé la course. Mais deuxièmement, de gagner cette course est super spécial. Là. Horner a estimé que Pérez avait livré sa meilleure course en F1 mieux qu'à Monaco cette année. Et lors de sa première victoire à Bahreïn, Checo est aussi de cet avis. C'était si intense garder Charles derrière, surtout après le restart, quand chauffer les pneus était super dur, et que nous avions essentiellement la moitié du circuit, était sur le sec et l'autre était assez bonne pour les intermédiaires. Et nous étions sur le slick, donc il fallait pas faire d'erreur, et contrôler Charles qui était vraiment fort dans les premières phases. Ensuite, le rythme que j'ai eu dans les derniers tours était vraiment bon, parce qu'en gros, être capable d'avoir ça, c'était vraiment fort. Quand vous venez de perdre toute votre température de pneu derrière la voiture de sécurité, et quand vous allez avec un pneu slick sur une zone humide, c'est vraiment difficile, vous savez. Vous êtes juste un passager, et les gens ne comprennent vraiment pas à quel point c'était difficile pour nous dans ces conditions. Pérez en profite pour tacler ceux qui l'ont critiqué. Je suis super heureux, cette victoire est vraiment spéciale pour moi parce que j'ai eu une période difficile lors des dernières courses et je veux dire évidemment les médias en Formule 1 grossissent extrêmement la situation, vraiment. Peut-être que parce que je suis mexicain. Quoi? Ouais, genre t'es mexicain donc les médias sont racistes. Oh là là, putain, le mec ça va loin là hein, quand même. Hein. Et si je ne suis pas 2 courses de suite sur le podium alors je fais la pire saison de tous les temps.
Et peut-être qu'alors Red Bull devrait me laisser tomber, tout ce genre de choses. Et oui, c'est juste agréable d'obtenir cette victoire, ça me rappelle à personne à quel point je suis bon. Sous-entendu car tout le monde le sait déjà. C'est toujours bon d'être capable de faire ce genre de performance. Perez a tout de même eu chaud à certains moments, il se plaignait de problèmes de souplesse de conduite. Nous avons eu un peu de mal avec la souplesse de conduite, donc c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Il y a eu quelques occasions, ça et là, où le moteur a fait quelque chose que nous n'attendions pas. Donc oui, quelque chose à comprendre à partir de là. Alors certes, il a fait une bonne course, Perez, mais bon, ça n'enlève pas toutes les mauvaises courses qu'il a faites au volant de la Red Bull, hein, désolé. Hein. Il faut quand même relativiser. Hein. C'est comme Ricciardo l'année dernière qui gagne à Monza, mais il a fait une saison de merde derrière. Hein. Il faut pas l'oublier ça. Hein. Et clairement, s'il fait pas P2 au classement pilote alors que la voiture est dominatrice, sa saison sera ratée à Perez, quoi qu'il en dise. Mais bon, c'est parce qu'il est mexicain, n'est-ce pas? Allez, ciao ciao. Leclerc frustré de finir P2, mais dépasser était trop risqué selon lui. Chaque course se finit avec un sentiment différent, mais la frustration est là. Évidemment, je veux dire, le rythme était vraiment bon. Malheureusement, nous avons eu un mauvais départ. À partir de ce moment-là, on était un peu partie du mauvais pied. J'ai essayé de mettre beaucoup de pression sur Checo, mais oui, vous surchauffez les pneus assez rapidement, et puis vous reculez un peu. Donc c'était très difficile de rester toujours dans la boîte de vitesse de Checo. L'essentiel, c'est jouer au départ, où Charles a manqué son envol. Que s'est-il passé? Eh bien, je ne sais pas encore. Si c'est moi qui ai fait une erreur ou si c'est autre chose. Il faudra analyser. La seule chose que j'ai ressentie, c'est que j'ai un peu de patinage. J'ai perdu le contrôle et j'ai vu Checo qui avait pris un départ incroyable. Mais c'est comme ça. La position en piste à Singapour est vraiment importante. Et pour être honnête, j'ai senti que nous avions un très bon rythme. Cela dit, c'est notre responsabilité de faire un bon départ et Red Bull a été meilleur que nous sur ce point. Je pense pas que ce soit une tendance pour nous. Carlos a fait un bon départ, donc vous allez regarder de mon côté et essayer de m'améliorer. La performance était là. Je pense aussi que les choix que nous avons faits étaient bons. Et comme j'ai dit avant ce week-end, je veux utiliser ces dernières courses pour nous améliorer sur l'exécution de la course, surtout. Et je sens qu'on a fait un pas en avant ce week-end. Nous devons faire un autre pas en avant. Mais c'est dans la bonne direction. Je suis content de ça. Bien sûr, je suis frustré par cette deuxième place. Avait-il le rythme pour concurrencer Perez en cycle ou en intermédiaire? Au début, oui, j'ai poussé beaucoup. Puis dans les 10 derniers tours, il a commencé à s'éloigner à nouveau. Mais dans l'ensemble, la performance était également bonne sur les intermédiaires. C'est juste qu'évidemment, ce n'était pas super mouillé sur la piste, donc les températures de pneus sont assez élevées. Ensuite, je perdais un peu d'adhérence quand j'étais derrière lui. Il y a aussi des choses que nous pouvons analyser de cette course, parce que Red Bull semble être très 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 bon après 6 ou 7 tours. Nous sommes très bons dans les 6 premiers tours, nous allons examiner ça. Aurait-il pu dépasser? J'ai été assez surpris parce que dès que j'ai perdu le DRS, c'était exactement au moment où les pneus de Checo ont commencé à fonctionner correctement, et malheureusement, je l'ai perdu un peu de vue. Mais oui, avant ça, tout était vraiment à la limite. Et avec ça, dans les conditions comme celle-ci, la moindre erreur se paye cher. J'ai fait peu d'erreurs. J'essaie juste d'être aussi près que possible parce que je devais essentiellement faire des dépassements pendant la ligne droite. Je ne pouvais pas vraiment aller dans la zone de freinage et freiner plus tard parce que je savais pas vraiment comment était le circuit intérieur. Je ne voulais pas prendre ce risque. Ouais, il aurait fini tout droit dans un mur, hein. De toute façon, c'est quasi sûr. J'ai eu un tour, j'étais vraiment proche et j'ai pensé à aller à l'intérieur et freiner plus tard, mais pour moi, ça ne devait pas la peine. Donc j'attendais juste la bonne opportunité, ça n'est malheureusement pas arrivé. Terrible. Concernant la pénale de Perez, je sais que Checo faisait l'objet d'une enquête, mon ingénieur me l'avait dit. Alors j'ai poussé et dès qu'il m'a dit que Checo avait 5 secondes d'avance, il ne restait plus qu'à amener la voiture jusqu'au bout. Les conditions étaient vraiment délicates, et comme Carlos l'a dit, c'est juste très très délicat de conduire la voiture, et comme Checo l'a dit aussi, les erreurs peuvent très vite arriver. Donc dès que j'ai su que les 45 secondes étaient faits, j'ai ramené la voiture à la maison. Ouais, c'est con. Alors, au final, bon, il a été pénalisé que de 5 secondes au lieu de 10. Donc, Checo garde la victoire. Au bout de 3 heures de délibération quasiment. Putain, les mecs, incroyable quoi. Bon, course frustrante hein, pour tout le monde, j'ai l'impression. Pas moyen de dépasser à cause de l'humidité présente encore sur la trajectoire qui n'était pas prise par les monoplaces. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Hamilton explique sa colère au sujet des pneus intermédiaires. Mercedes lui a chaussé un train de gomme neuve. Alors oui, il fallait faire quoi du coup? Des pneus rodés? Ah oui, c'est ça, ouais. Je voulais commencer avec des inter rodés, et ensuite je voulais passer au tendre. J'ai fait des tours sur la grille avec les gommes inter rodées, c'était mieux. Ensuite nous avons mis les inter neufs et c'était terrible. Il a fallu plusieurs tours pour que les températures montent. Nous n'arrivions pas à faire chauffer nos pneus aussi vite que les autres, pour une raison quelconque. Sur slick ou wet. Et nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe en termes de température parce que sur les longs relais, sur le sec, nous avons une bonne longévité. Mais ça c'est pas nouveau qu'ils n'arrivent pas à faire chauffer les pneus. Hein. J'ai eu un départ difficile, je me suis retrouvé coincé derrière Carl, je ne sais pas pourquoi il était si lent. Parce qu'il est pas bon.
De toute évidence, je n'étais pas assez rapide pour le dépasser dans ces conditions, j'étais bloqué derrière lui. Je pouvais faire des temps similaires à ceux des gars devant, mais parce que j'étais coincé derrière lui, je ne pouvais pas le montrer. Je pense que si j'avais été en troisième position, j'aurais pu suivre le leader. Par la suite, il a commis une erreur en piste et a dû rentrer au stand une deuxième fois. Bien qu'il en ait profité pour changer de type de gomme, le changement d'aileron avant la repoussant en 9ème position. Je sais que c'était fini à partir de là, mais ces choses-là arrivent, je ne vais pas me punir pour une erreur. Les conditions étaient très délicates pour tout le monde et je pense que les problèmes que nous avons eus avec cette voiture sont amplifiés sous la pluie. Une voiture très très difficile à conduire sous la pluie. Pendant les 2 premiers virages, après l'accident, ça semblait normal, mais ensuite des étincelles ont commencé à sortir de l'aileron. Puis ça a simplement lâché. Ouais. Avec la force des appuis, hein, forcément, la force de l'aérodynamique, l'aileron est cédé, hein, normal. Bon, voilà, encore une course de merde pour Hamilton. Effectivement, son départ manqué a tout changé dans sa course en fait. Il aurait certainement pas fait l'erreur derrière Sainz s'il avait été troisième. Mais bon, après, voilà, un peu avec des si, hein, comme encore une fois, compliqué de dire. Passons à Suzuka. Ouais, ciao. Alors, Alonso tacle Alpine. Ma saison a pu être comparable à Mercedes. Perdre 60 points dans un championnat est tout simplement inacceptable. Comparable à Mercedes. Peut-être se calmer un petit peu, Fernando. Les perfs n'étaient pas là, hein, quand même, en course, hein, par rapport à Mercedes, justement. Ça fait mal de penser que dans l'une des meilleures années, nous avons perdu plus de 60 points en fiabilité. C'était une autre perte de 8 à 10 points pour le Grand Prix de Singapour. Perdre 60 points dans un championnat est tout simplement inacceptable, ça me bouleverse vraiment, car j'ai encore réalisé une bonne performance tout au long du week-end. Lorsqu'on lui a dit que son équipier français avait également subi un problème lié au moteur, il en a profité pour glisser un autre tacle. Mais il est hors des points, ce n'est pas aussi mauvais que moi qui était dans les points. Oh putain. Cette année, la fiabilité a tout changé pour moi. Donc pour ce Alonso qui pointe à 7 points d'Ocon, si vous m'ajoutez 60 points que vous les enlevez aux autres, parce que ce sont des points qu'il n'aurait pas marqués du coup, ma saison serait comparable à celle de Mercedes. Mais le point positif et le plus important de cette saison a été mon retour au plus haut niveau. Il y a de belles choses à venir. Oh là là, il va tellement se ramasser chez Aston Martin, ça va être rigolo quand même. Hein. Il croit vraiment que ça sera meilleur chez Aston Martin. Il croit vraiment ça au fond de lui ou il croit juste qu'il sera mieux payé en fait. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien, hein. Mais je pense que Fernando va ressortir par la petite porte de la F1, encore une fois. Ouais, ciao. Alors je vous pose la question, est-ce que Verstappen retombera dans ses travers? Franchement, il est énervé depuis hier, depuis les qualifs. Ça s'est ressenti sur sa course. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de manque de patience, je dirais aussi. Verstappen a sauvé une 7ème place en toute fin de course lors du Grand Prix de Singapour, mais le pilote Red Bull n'a pas connu une bonne course globalement. Parti 8ème après une qualif ratée, il a manqué son départ et est tombé 13ème. Il est ensuite revenu plus haut dans le classement, mais a perdu beaucoup de temps derrière Alonso. Par la suite, il a réussi à revenir sur Norris, mais a commis une erreur qui l'a envoyé dans le faux peloton, et avoue avoir été très agacé en course. Pour moi, dans la voiture, il n'y a eu aucun plaisir. J'ai calé, je suis remonté, j'ai passé quelques voitures et été coincé derrière d'autres. Je suis revenu à une bonne place, mais avec les slicks. Mais quand j'ai voulu passer l'endo, j'ai talonné, j'ai bloqué les roues, je suis allé tout droit. J'ai dû rentrer à cause des plats sur les pneus. J'ai dû tout recommencer, je remonte à la 7ème place, mais c'est pas ce sur quoi on est là. S'il ne s'inquiète pas d'avoir manqué sa première chance de titre, puisque le deuxième arrivera au Japon, ce week-end donc, qui arrive, il continue à avoir du ressentiment envers son équipe, pour l'erreur commise hier en qualif. Ce n'est pas un problème, mais c'était un week-end frustrant qui a commencé hier. Ce n'est pas sorcier, il fallait regarder les capteurs et les données. Un niveau de carburant est un niveau de carburant. Ouais, il est un peu... alors, je dis pas ça pour critiquer les autistes, il serait pas un peu autiste dans... Il a des obsessions comme ça, Verstappen, et il est... Je sais pas, c'est obsessionnel en fait. C'est carburant, Red Bull coupable, j'ai rien fait de mal, c'est eux les fautifs. En fait, c'est un peu ça, quoi. Mais vous imaginez chez Ferrari, mais il se serait fait virer directement, en fait. Mais il pourra jamais être chez Ferrari, parce que tu critiques Ferrari en public, tu dégages, en fait, Max. Alors, Red Bull, ils sont tolérants, parce qu'ils te laissent les critiquer en public, comme ça. Ils te laissent leur gueuler dessus aussi. Mais chez Ferrari, ça passe pas, gros. Chez Ferrari, manque de respect à l'équipe, ça dégage. C'est d'ailleurs pour ça que, du coup, Charles Leclerc, il garde sa frustration pour lui. Et Dieu sait qu'il en a eu, de la frustration cette saison. Chez Red Bull, ça se passe pas comme ça. Apparemment, ils sont plus tolérants. Mais merde, avec la voiture qu'on t'a donnée jusqu'à présent, t'as pas trop lieu de te plaindre, Max, hein, quand même. Et puis c'est pas l'équipe qui a fait les erreurs, hein, ce dimanche. C'est bien toi. C'est bien toi qui a commis 2 erreurs inacceptables pour un champion du monde. Déjà, le premièrement, rater son départ. Ça aurait pas dû arriver. Il a perdu trop de temps, là. Deuxièmement, l'erreur sur Norris, qui a fait faire un arrêt tardif, en plus, pour changer les gommes alors que c'était pas forcément prévu. Bon, certes, il a réussi à remonter, mais bon,
Donc lui, comme Hamilton, carton rouge hein, sur cette course. Les deux, ils ont été aussi nuls l'un que l'autre, je trouve. Donc pour une fois, on va s'entendre avec les fans de Verstappen. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces deux pilotes ont été en dessous de tout. Ils sont pas, c'est pas des bonnes prestations qu'ils nous ont montrées. Voilà, après ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse commenter. Max Verstappen retomberait-il dans ses travers? On peut se le demander suite à la prestation qu'il nous a offert à Singapour, sachant que son équipe a remporté la course. Ça veut donc dire que la voiture valait bien mieux que la 7ème place. Et il n'a pas été capable de remonter, plus que 7ème au final, avec beaucoup d'erreurs à la clé. Alors j'ai beaucoup critiqué Hamilton hein, sur cette course, je l'ai trouvé en dessous de tout. Mais je vais me faire un plaisir évidemment de critiquer Max Verstappen, qui a aussi fait pas mal de merde. Pour moi, dans la voiture, il n'y a eu aucun plaisir. J'ai calé, je suis remonté, j'ai passé quelques voitures et été coincé derrière d'autres. Je suis revenu à une bonne place avec les slicks. Mais quand j'ai voulu passer Lando, j'ai talonné, j'ai bloqué les roues. Je suis allé tout droit et j'ai dû rentrer à cause des places sur les pneus. J'ai dû tout recommencer. Je remonte à la 7ème place, mais ce n'est pas sur ce sur quoi on est là. Alors, Russell retrouve la confiance malgré un résultat décevant. Alors Russell, ouais, les deux pilotes ont été décevants. Hein. Chez Mercedes, il y avait mieux à faire, il y avait beaucoup mieux à faire. Bon, alors certes, Russell, sa course était compromise dès le début à cause du fait qu'il partait loin, mais je pense qu'il aurait pu revenir dans les points avec un peu plus de lucidité en piste. Russell a terminé 14e du Grand Prix de Singapour après s'être lancé des stands. Le pilote Mercedes a tenté les slicks avant tout le monde et avait perdu beaucoup de temps, mais son rythme lui a laissé penser qu'il pourrait aller chercher un bon résultat. Malheureusement, un accrochage avec Mick Schumacher l'a de nouveau envoyé en fond de grille, en fond de peloton. Il s'estime dans son droit quant à l'incident, bien qu'il ait serré la trajectoire face à l'Allemand, mais il comprend la stratégie tentée alors qu'il était en fond de grille. On était nulle part, pour être honnête. À la relance, nous volions. On a pu dépasser 3 voitures, mais on a eu l'accrochage avec Mick. Je pense lui avoir laissé assez d'espace. Nous aurions pu finir dans les points, car nous volions. J'ai même fait le meilleur tour en fin de course, de près de 2 secondes. Ouais, mais non, c'est de ta faute, avec Mick Schumacher, désolé. Hein. Faut être objectif, c'est lui qui l'a percuté, Mick, hein. C'est pas l'inverse en fait. Le Britannique est heureux d'avoir réussi à retrouver un bon rythme après une qualif ratée qu'il avait vu être éliminé en Q2. Sa frustration est toutefois de mise car il estime que la W13 avait un potentiel de victoire à Singapour. Je suis heureux que les problèmes rencontrés hier aient été résolus. Je retrouve aussi la confiance après m'être qualifié à 3 secondes du rythme à cause d'un manque de talent ou je ne sais pas quoi. Eh oui, manque de talent, Georges. Tu es trop lent. Mais c'est très dommage. On avait la voiture pour gagner ce week-end. C'est la première fois de la saison que Russell voit le drapeau damier sans être dans le top 5. Il salue les progrès effectués. On fait beaucoup de progrès avec l'équipe, j'en suis fier. On est ici pour gagner des courses. On a eu une bonne série de résultats. C'est la première fois, à l'exception de Silverstone, que je finis si loin. C'est comme ça. Alors Hamilton. Hamilton qui était décevant sur cette course, il faut le reconnaître. Bah oui, des fois il peut pas être tout le temps au top. Il faut dire quand le pilote n'est pas bon. Et les fans de Max, je vous invite à dire aussi que votre pilote n'a pas été bon à Singapour. Voilà, il faut savoir reconnaître. Hein. Des fois que les pilotes ont des coups de mou et ils sont pas tout le temps au top. C'est des humains comme d'autres, quoi. Hein. Tout simplement. Donc Hamilton avouait être frustré après l'arrivée. Un départ raté l'a bloqué derrière Sainz. Et après une erreur, il s'est retrouvé loin dans le classement. La faute à un changement d'aileron avant. Je n'ai pas vraiment d'émotion actuellement, c'est plutôt plat, a déclaré le Britannique. C'était une triste journée, vraiment mauvaise, mais je me sens bien. J'ai déjà hâte d'être demain. Sa dérive verticale gauche sur l'aileron avant était cassée, ce qui l'a obligé à changer son aileron. Mais le choc était minime. Je n'ai pas eu l'impression que ça avait tapé si fort. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, mais ça ne devrait pas, Lewis. Ça ne devrait pas quand même. Il a fait 2 grosses erreurs. Bon, il y a eu celle-là par rapport à Sainz. Bon, faut dire que il a passé son temps derrière Sainz qui était d'une lenteur incroyable avec sa Ferrari là. Je peux comprendre que ça l'énervait qu'il voulait passer, mais bon. Malheureusement, il a tout perdu à ce moment-là. Bon, une safety car causée par Tsunoda derrière a un peu masqué le truc, on va dire. Sauf qu'après, il s'est retrouvé coincé derrière les 2 Aston qui l'ont bouchonné, surtout Vettel du coup. Et après, il a fait l'erreur de trop et il a voulu tenter, mais ça n'a pas passé. Bref, il y avait mieux à faire chez Mercedes, c'est vraiment frustrant ce qui s'est passé chez eux là. Pour Russell comme pour Lewis, et les 2 pilotes ont été en dessous de tout, j'ai trouvé. Ils m'ont déçu. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. On verra au Japon ce que ça donne. Pour Wolff, Hamilton se voit encore rester 5 ans en Formule 1. 5 ans! Ça serait incroyable qu'il reste autant de temps, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Je suis sûr qu'à un moment donné, nous prendrons le temps de nous asseoir pour discuter du futur, déclare Hamilton juste avant la trêve estivale. Wolff suggère à Singapour que c'était qu'une question de temps avant qu'Hamilton ne signe un nouveau bail avec l'écurie allemande. L'avantage est que nous parlons beaucoup étant donné que nous vivons proches l'un de l'autre à Monaco. Il y a une semaine, il m'a dit « J'ai encore 5 ans devant moi, comment vois-tu les choses ?» a indiqué l'Autrichien.
Nous avons grandi ensemble au fil du temps, nous sommes totalement transparents l'un avec l'autre. Lewis sera le premier à dire, je ne peux plus faire ça. Parce qu'il aura plus le même temps de réaction, ou bien parce qu'il aura perdu son intérêt, et qu'une nouvelle génération poussera de plus en plus fort. Je ne doute pas donc du fait que lorsque nous signerons une prolongation de contrat, ce qui va se produire, nous resterons très ouverts dans nos discussions au sujet de ce que l'avenir nous réserve. Wolff, qui décrit son pilote comme étant la plus grande personnalité que la F1 ait jamais eue, estime que celui-ci peut s'inspirer de la longévité d'Alonso, qui évolue toujours à son meilleur niveau à 41 ans. Je sais pas si on peut dire que 40 ans est la limite d'âge pour un pilote de course. Regardez ce qu'a accompli Fernando à 41 ans, il est toujours bien présent. Est-il le même qu'à 25 ans? Je ne sais pas, mais il est très compétitif. Regardez la star de NFL Tom Brady, qui est quelqu'un que j'admire pour sa manière de gérer sa vie et sa discipline. Il est toujours sur le terrain à 43 ou 44 ans. Lewis peut donc, grâce à sa concentration très forte sur la F1, aller loin. Il évoque également Russell. George a été formidable depuis qu'il a rejoint l'équipe. Il possède une bonne personnalité, agit avec intérêt, il est très transparent avec dans sa manière de travailler avec Lewis. Ces deux-là ont vraiment contribué au développement de la voiture cette année. Il espérait bien sûr que Mercedes gagne des courses et des championnats, mais au moins, il a progressé en milieu de peloton. Son heure viendra, il remportera des courses et se battra pour des titres. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut en lui. Je suis heureux de l'avoir au sein de l'équipe à long terme. Bon, écoutez, Hamilton, il remplirait pour 5 ans. Ça fait beaucoup 5 ans quand même, hein. Ça m'étonnerait honnêtement. Donc on rappelle que son contrat se termine fin 2023 à Lewis. Je le vois bien signer pour 2024 sûr et peut-être une option pour 2025. Et de là à ce qui reste jusqu'en 2027, voire 2028, non, j'y crois pas trop honnêtement. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je le vois partir 2025 maximum, moi. Fin 2025, on va dire. Mais je pense pas qu'il restera plus longtemps que ça quand même. Et j'espère qu'il partira après Fernando Alonso par contre. Ça c'est une chose que j'espère. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le voyez combien de temps en F1 Hamilton encore? Ciao. Marion Bartoli, scandalisée par les pratiques de Red Bull en Formule 1. Je trouve ça inadmissible, déclare-t-elle. Alors je crois qu'elle est consultante en sport, vu qu'elle donne son avis sur la question. Je vous passe l'intro, ça parle de Wolff, on sait déjà ce qu'il a dit. De son côté, Marion Bartoli ne se fait pas d'illusions sur le fait de voir Red Bull être lourdement sanctionné dans le cas où le non-respect du plafond budgétaire serait avéré. Ils ne vont jamais destituer Verstappen de son titre, il y aura juste une petite sanction financière sur le constructeur Red Bull, a déclaré l'ancienne joueuse de tennis au micro des grandes gueules du sport, ce dimanche 2 octobre. Néanmoins, la chroniqueuse de RMC n'a pas caché sa colère face à la gestion du championnat du monde par les instances de la F1. Ce qui commence à me déranger très fortement, c'est qu'on a l'impression que la FIA s'arrange systématiquement avec les règlements pour qu'il y ait plus de piment, plus de choses à raconter, pour que les gens se disent que ce n'est pas acquis d'avance. Sauf que cette année, pour Verstappen, c'est totalement acquis d'avance. Il n'y a aucune concurrence. Le championnat, ça n'intéresse plus personne. Bartoli déplore ainsi le manque criant de suspense qui existe en Formule 1 cette saison. S'il n'est pas encore sacré, Verstappen est quasiment assuré de remporter une nouvelle fois le championnat. Après Singapour, sur la fin de saison, je pense qu'il y a une grande partie du public qui ne va plus regarder la F1, parce qu'il n'y a plus rien à regarder. La seule chose qui nous intéresse finalement, c'est cette espèce de feuilleton sur les plafonnements budgétaires, qui a dépassé, qui n'a pas dépassé, qui a été le mauvais élève, etc. Je pense qu'il y a mille et une façons de tricher sur les chiffres en faisant des montages financiers pour respecter les plafonds, sauf qu'à l'arrivée, tu vas tricher. Et on a profité pour dézinguer Red Bull. Ce qui me dérange, c'est que, comme ça se joue sur pas grand-chose, il y a systématiquement des tricheurs, des gens qui essaient de jouer sur les règlements pour arriver à leur fin. Amer, Marion Bartoli ne digère toujours pas le dénouement de la saison 2021, où Max Verstappen avait remporté le titre devant Hamilton, dans l'ultime tour de piste de l'année. Et que Verstappen l'ait fait de cette façon-là l'année dernière en gagnant ce Grand Prix, qui a encore une fois été un scandale absolu quand on le revoit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le directeur de course Michael Masi a été viré. Il y avait une raison pour cela. Il avait pris bien plus qu'une mauvaise décision, sous l'influence colossale de Horner. Et ça, personne ne pourra le nier. Je trouve ça inadmissible. Donc que Red Bull continue malgré tout ça, alors qu'ils sont avantagés outrageusement, ça finit par m'énerver. C'est la goutte d'eau qui fait d'abord les bases. Ouais, Team Marion, elle a raison dans ce qu'elle dit. Bravo Marion Bartoli. Je me rallie à sa cause, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Ouais, ciao.